bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Donc vous verrez la deuxième partie du reportage que vous venez de voir donc vendredi, donc puisque on passera donc 3 reportages, donc ça c'est la première. J'espère que vous avez apprécié. Nous recevrons ces personnes sur le plateau la semaine prochaine ou les jours qui vont suivre. En tout cas, on aura l'occasion donc de revenir sur la tradition malgache. J'espère que vous avez apprécié. Pour l'heure, on va parler de livres. On va parler de ce que fait Gaël Guiton. On voit ça dans Culture et Patrimoine. Alors, qu'est-ce que je vais dire ? Oui, d'abord, bonsoir Gaël Guiton. Bonsoir Gismi. Alors, la question c'est... alors, c'est un record, je ne sais pas si ça sera dans le Guinness Book, mais ce mois-ci, enfin, au mois de mars, Gaël Guiton a lu 31 livres, soit un livre par jour. Oui, c'est exceptionnel ce mois-ci, je préfère préciser, parce que j'ai lu pas mal de pièces de théâtre aussi. Des pièces de théâtre qui sont courtes, donc voilà, d'habitude je lis un livre, il fait en moyenne entre 350 et 450 pages. Voilà, c'est exceptionnel, 31 livres ce mois-ci. Alors, on va quand même se poser la question, vous êtes femme, oui. vous êtes maman, vous êtes femme, vous êtes... Comment, juste poser la question, c'est vrai qu'on on prend pas le temps pour faire ce qu'on a envie, comme prendre un livre, s'asseoir, lire. On se dit toujours que ça, c'est pas le plus important. Comment on arrive à trouver du temps pour se mettre à lire ? Alors pour moi, c'est important, parce que j'en ai besoin. J'ai besoin d'avoir un moment de pause, de lire, de m'évader. C'est très important pour moi. Après, j'ai le temps de faire des occupations, parce que le week-end, c'est là où je lis le moins, puisque je vais faire des sorties avec mon mari et mon fils. Donc voilà, c'est plus la semaine où je prends le temps de lire. Je prends mon temps. J'en ai besoin, parce qu'après, c'est comme une drogue, j'en ai besoin. Il faut que je lise. D'accord. Une addiction que je recommande à tout le monde. Oui. La question, j'allais dire, quel bilan faites-vous à ce moment-là de ce mois de mars qui est passé ? Alors, du mois de mars, donc déjà sur 31 livres, j'ai eu 10 coups de cœur. Je ne veux pas vous parler de mes 10 coups de cœur, je vais quand même vous parler des livres, même s'ils ne m'ont pas vraiment plu, ou peut-être que je n'étais pas le bon public, mais je voulais en parler quand même parce qu'ils étaient très intéressants. Je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant dedans. Sauf que moi, je n'étais peut-être pas le bon public. J'ai lu aussi 3 manuscrits, parce que je travaille en collaboration, je suis en partenariat avec une maison d'édition. D'édition. Maison d'addiction. Ça n'a rien à voir avec moi, je peux vous assurer. Non. D'édition, ouais. Où je reçois des manuscrits et je donne après un compte rendu pour savoir s'il peut être édité ou pas. Donc voilà, mon temps, comment je le fais. Alors c'était à éditer ou pas ? Sur les 3 que j'ai lus, il y en a 2 qui pouvaient être édités, un à retravailler beaucoup. D'accord, syntaxe, sémantique. Les personnages, oui, et puis la conclusion que je n'aimais pas du tout, mais sinon il y en a 2, c'est sûr, ils pouvaient être édités. D'accord. Et alors on revient à ces 31 ouvrages lus au mois de mars. Une présence dans la nuit. Alors, une présence dans la nuit, c'est bizarre que vous tombez sur... C'est un des livres, je vais pas dire que je n'ai pas aimé, c'est que la trame était très intéressante, donc je vous passe si vous voulez. Et il y a toujours ce symbolisme du papillon. Oui. C'est bizarre. Alors, une présence dans la nuit, ça se passe dans le service de soins intensifs, dans un hôpital en Angleterre. Nous avons 3 personnages principaux. Nous avons Alice, qui est l'infirmière en chef. Nous avons Frank, qui est dans un état, on va dire, qui est dans le syndrome d'enfermement. Donc, les personnes autour ne savent pas s'ils comprennent tout, mais nous, on sait. En tant que lecteur, on sait que Frank comprend, entend tout ce qui se passe. Et nous avons une nouvelle arrivante qui s'appelle Cassie, une jeune femme qui débarque dans ce service et qui va être, on va dire, installée en face du lit de Frank. Et Frank va voir un peu les allées et venues devant le lit de Cassie et va comprendre que Cassie est en danger. Et Frank, donc l'un des personnages principaux, va essayer de communiquer à sa manière pour faire comprendre donc à Alice, qui est une infirmière, on va dire, exceptionnelle. Je trouve qu'elle est pleine de compassion et d'empathie pour ses patients, qui tisse un lien particulier donc avec ses patients, comme en plus ils ne peuvent pas communiquer avec le monde extérieur. Voilà, un personnage très intéressant. Et il va essayer de communiquer à Alice pour montrer que Cassie est en danger. Donc c'est un polar, et moi c'est la partie polar que j'ai pas
a eu du mal, parce que je trouvais qu'il manquait un peu de crédibilité. Mais bon, comme je dis, c'est mon avis personnel. C'est la partie médicale, la partie humaine. Sans avoir lu le livre, mais en lisant ce qui est derrière, on a l'impression qu'ils ont forcé un peu le trait quand même, non? Voilà, non, c'est la partie humanité, j'ai beaucoup aimé la partie humaine dans ce roman, disons, le rôle d'Alice, Franck aussi, qu'on comprend qu'en fait certaines personnes qui sont dans le coma souffrent, même s'ils peuvent pas communiquer. Donc j'ai beaucoup aimé ces passages avec lui où il explique qu'il a son dos qui gratte, il a et qu'il n'arrive pas à communiquer aux infirmières, ou voilà, où le fait qu'elle le bouche à la jambe d'une manière que ça le gêne et qu'il n'arrive pas à communiquer. C'est cette partie médicale que j'ai beaucoup humaine, que j'ai beaucoup aimé. La partie polar, j'ai trouvé qu'il manquait un peu de crédibilité. Mais bon, j'insiste, c'est mon avis personnel. Il y a une volonté d'absence d'expression de la part de Cassie, donc qui est dans Cassie le coma. est dans le coma total. Dans le coma, donc elle ne peut pas s'exprimer. Non, elle ne communiquera jamais dans le livre. On ne connaîtra que son passé pour savoir comment elle en est arrivée là, en fait. Sachant que Cassie, on apprendra très vite qu'elle est enceinte. Donc, personne dans le coma enceinte, donc c'est quelque chose aussi qu'on ignore un peu. Donc, elle explique, l'auteur explique un peu comment ça se passe pour les personnes dans le coma quand elles sont enceintes. Et on verra aussi Alice, donc l'infirmière qui a beaucoup d'empathie et qui, en fait, je trouvais aussi qu'elle elle mélangeait un peu vie personnelle, vie professionnelle avec ses patients. Voilà, mais c'est un roman intéressant. On a l'impression que, enfin, sans avoir lu le livre, que l'infirmière a plus d'émotions. Avec ses patients, oui. Y compris que le mari, Franck, le mari de Cassie. Non, c'est pas le mari, c'est deux patients. D'accord. Franck et Cassie ne se connaissent pas. Ce sont deux patients, ils sont juste dans la même unité. Et Franck voit tout ce qui se passe avec Cassie. Donc la famille de Cassie qui vient voir Cassie, et lui, il assiste à ça. D'accord. Voilà. Finalement, quand on regarde, j'allais dire finalement, Cassie, c'est un petit peu l'étranger de Camus, mais contre son gré finalement. Parce qu'elle ne peut pas exprimer. Elle ne peut pas s'exprimer. De toute façon, on ne saura rien en fait d'elle. On saura juste qu'elle est dans le coma. Elle n'exprime rien. Il n'y a que Alice et Franck qui s'exprimera pour Cassie et la famille après de Cassie qui s'exprimera pour elle. D'accord. J'allais dire, c'est une équation avec beaucoup d'inconnus. Oui. Et que finalement, ces inconnus n'ont même pas à être ensemble. Oui, c'est d'où le manque de crédibilité, parce que moi, ce que j'ai reproché un peu au roman, malgré qu'il soit intéressant, c'est que je comprenais pas le rôle d'enquêtrice pour l'infirmière. Je trouvais que c'était un peu exagéré. Je comprenais l'empathie, je comprenais la compassion, mais je comprenais pas le fait que les policiers mettent cette responsabilité à l'infirmière. Voilà. Les policiers mettent à l'infirmière, ou c'est l'infirmière qui a toujours besoin d'un miroir elle prend des image. responsabilités, mais il y a quand même plusieurs reprises où les policiers lui demandent d'enquêter un peu par rapport à la famille, par rapport à ce qu'elle trouve et tout. Donc voilà, où lui Ce qui normalement, en termes normaux, un policier ne demandera jamais à une infirmière de mener une enquête. Voilà, il y a un manque de crédibilité à ce niveau-là. Voilà, c'est ce que j'ai reproché par rapport au polar, même si, voilà, comme je disais, il était intéressant puisqu'il y avait cette partie médicale que j'ai beaucoup appréciée, qui était très intéressante. Voilà. Je tenais à remercier d'ailleurs l'espace culturel du Portail de Saint-Leu qui m'ont gentiment prêté le livre pour vous le présenter, puisque je l'avais lu en e-book et je voulais absolument vous le présenter. D'accord, en fait je disais que c'était un papillon, c'était plus un papillon de nuit. Oui. Donc c'est les papillons qui tournent autour de la lampe. Comme dirait Créole, un gros laille. On continue ? Oui. Oui, on continue. Alors, on change complètement de registre. Un roman jeunesse. Donc, c'est l'été où papa est devenu gay. Bon, là, ça peut être aussi bien Kevin Spacey. Qu'est-ce qui c'est encore ces derniers temps? Ce sont qui ont fait leur coming out. Ah, je sais. Oui, Kevin Spacey, déjà, ça je savais, mais après pour les autres, D'accord. Ouais. Non, donc Andren Lud Eriksen. C'est un roman norvégien, donc excusez-moi pour la prononciation. Donc c'est plus facile à écrire alors, si c'est un norvégien. C'est plus facile à écrire si c'est un norvégien ? Un norvégien écrira plus facilement ce genre de livre, ouais. D'accord. En tout cas, on retrouve beaucoup d'humour norvégien. Donc, c'est l'histoire de Arvid, 13 ans, qui part en camping avec son papa. Son père vient de divorcer, donc voilà. Donc, c'est son journal intime à Arvid. Et donc, il débarque au camping. Il va rencontrer Indiane, une jeune fille donc, du même âge que lui. Et Indiane, son père, est homosexuel, 100% homosexuel. Il l'a toujours su. Et Arvid, en fait, va décider de surveiller un peu son père parce qu'il ne veut pas que son père devienne homosexuel. Pendant ce journal intime, il va raconter tout ce qu'il fait pour contrecarrer les plans de Roger, donc le père d'Indiane, et pour éviter que son père s'approche trop de Roger. Ce que j'ai beaucoup aimé, donc c'est un gros coup de cœur. Parce que déjà beaucoup d'humour, c'est frais, c'est pétillant, ça ne stigmatise pas du tout l'homosexualité. Voilà. Et en plus, même, ça t'attarde pas beaucoup parce que c'est plus l'histoire d'Arvid. En fait, Arvid, ce préado,
qui est encore en train de se poser des questions, qui est encore immature, qui est encore dans l'enfance, qui attend son prochain, le premier poil qui va le faire devenir un homme, qui n'arrive pas à voir qui est une fille mignonne ou pas, qui est en adoration sur son meilleur ami, qui a du mal un peu avec son amitié avec Indiane parce qu'il n'aime pas vraiment les filles. Voilà, et voilà, il va se poser des questions, il va tout faire pour que son père ne soit pas trop beau, trop attrayant pour Roger. C'est assez mignon de le voir faire en fait. Et qui est aussi, parce qu'il y a le chien aussi, son chien qui est agressif sexuellement, et il va pas comprendre, il sera choqué pour un tout. Donc voilà, c'est très émouvant, touchant, réaliste aussi, pétillant. Donc, un enfant qui s'interroge sur non pas le mot, j'allais dire par procuration, l'enfant s'interroge sur sa sexualité à lui. Hein. Oui, voilà, c'est plus sur lui. C'est pas tant son père qui. C'est plus sur lui, il s'interroge plus sur lui. C'est pas tant son père qui lui pose un problème, c'est de savoir lui, comme son père c'est son modèle, il va voir comme il veut ressembler à son modèle, il aimerait bien ne pas être homosexuel. Du moins, c'est dans son regard. Mais la question de l'homosexualité se pose aujourd'hui un peu plus lorsque vous savez que le sultanat de Brunei, aujourd'hui. J'en ai entendu parler, oui. Condamne à mort ceux qui sont homosexuels et bien sûr et aussi malheureusement ça c'est une loi qui est malheureusement j'allais dire imposée par certains dans la charia, c'est-à-dire l'adultère provoque la peine de mort, enfin en tout cas certains d'entre eux impose la peine de mort contre l'adultère. Donc vous allez voir donc l'homosexualité, l'adultère, peine de mort. C'est quand même quelque chose de particulier. Donc, se poser très tôt la question de sa sexualité, le regard sur l'homosexualité, je crois que c'est des choses qu'il faut aujourd'hui qu'on en parle, et il vaut mieux en parler aujourd'hui plutôt que ce soit les autres qui nous l'imposent. Mais c'est une manière d'en parler aussi, d'en lire un livre, voilà, qui, comme j'ai dit, qui stigmatise pas, qui est bienveillant, mignon. Et c'est dans le regard d'un enfant aussi, donc j'ai trouvé vraiment mignon ce livre, très intéressant. Oui, parce qu'il ne dit pas s'il aime ou il n'aime pas l'homosexualité. Non, à aucun moment. À aucun moment, dedans, on n'en parle pas. Il se pose juste des questions parce que, voilà, en fait, il a surtout peur du regard des autres, parce qu'on le voit, parce qu'il le dit, je n'ai rien contre les homosexuels, mais il a peur du regard des autres. Dans ce petit garçon, et on le voit... C'est trop mignon de le voir contrecarrer les plans de son père. Et j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que le papa, plusieurs fois, le fils va voir son père et il dit « Mais tu es homosexuel, tu es homosexuel ?» Et son père ne répond jamais. Il lui dit juste « Je suis heureux ». Ça m'a touchée. Voilà, ça s'arrête là. Comme quoi, c'était pas une question que le père se posait. Voilà, non. Oui, c'était pas la question. Lui, il voulait être heureux. D'accord. Et puis, ça sera l'occasion pour vous de réécouter la chanson de Charles Aznavour. Alors là, je vis avec ma mère. D'accord. Non, je vis avec maman. D'accord. Au 3e rue Sarrazas, je crois. Donc c'est pour parce que à son époque, à travers cette chanson, Charles Aznavour a posé la question de l'homosexualité à sa façon. Donc, ce sera l'occasion de rendre hommage à ce grand monsieur. Alors, autre ouvrage ? Autre ouvrage. Alors, je voulais vraiment en parler avec vous parce que j'adore votre culture générale. Je suis fan. Pardon ? Je suis fan de votre culture générale. À chaque fois que je suis avec vous, j'apprends des choses. Donc, moi, j'aime bien. C'est gentil. Lisiane Bernadette Thomas, qui est une auteure réunionnaise. Alors, pour l'anecdote, c'est la première auteure que j'ai rencontrée quand je suis arrivée à La Réunion, où je voulais absolument découvrir... On l'a reçue ou pas, nous, sur le plateau ? Oui, vous l'avez reçue. D'accord, ok. J'ai eu la chance de rencontrer, j'ai eu la chance de boire un café avec elle, parce qu'elle est très gentille, et j'adore sa plume, je suis tombée amoureuse de cet auteur. Voilà. Et donc, Sur leur pas, c'est le 3e roman que je lis d'elle. Alors, je vais être honnête, je suis réunionnaise d'origine, mais je ne connais pas encore bien l'histoire de La Réunion. Je cherche à savoir, et je me suis dit que les romans, c'est parfait. Et Lisiane Bernadette Thomas, en fait, à chaque fois, m'apprend quelque chose que j'ignorais. Et là, elle parle de l'histoire de Lazaret. Donc tout d'abord, ça commence une touriste allemande qui veut découvrir La Réunion et va rencontrer Jean, un coiffeur, Jean que j'avais déjà découvert comme personnage dans Le Souffle des disparus de Lisiane Bernadette Thomas, pareil, où j'ai eu un coup de cœur. Et Jean va raconter l'histoire de son ami à cette touriste, un ami qui a eu un rêve, qui parle de l'histoire de Lazaret. C'est quelque chose que j'ignorais, que je ne connaissais pas de l'histoire de La Réunion. Et il va expliquer que cet ami est parti à la recherche de ses ancêtres. Donc il va aller dans différents pays, l'île Maurice, l'Inde, Mozambique, Madagascar. Voilà, une sorte de roman initiatique à la recherche de ses ancêtres. Et voilà, c'est un plongeon dans l'histoire de La Réunion, de nos ancêtres. J'ai appris ces travailleurs engagés. Je mets bien les guillemets. Engagés, oui.
engagée. Elle nous rappelle aussi l'histoire de ce proverbe, avec ce proverbe aussi africain. Si tu ne sais pas où tu vas, rappelle-toi d'où tu viens. Moi, Lisiane Bernard Thomas, c'est de la poésie. C'est de la découverte de la Réunion en poésie. Quand j'offre régulièrement des livres à mes amis, de toute façon, quand c'est un anniversaire où il y a un cadeau à faire, j'achète un livre. Et depuis que je suis à La Réunion, j'offre Lisiane Bernadette Thomas à tous mes amis en métropole. Parce que je veux qu'ils découvrent la Réunion autre qu'un effet carte postale. Je veux qu'ils découvrent aussi nos ancêtres, notre histoire profonde. Moi aussi, du coup, j'apprends. Je fais lire à mon mari aussi, qui veut connaître la Réunion en profondeur. Voilà, donc Lisiane Bernadette Thomas, une auteure coup de cœur et un livre coup de cœur. Alors, le Lazaret, pourquoi ? Parce que le Lazaret, ça reste l'endroit, j'allais dire, symptomatique quelque part, parce que ça montre bien que ceux qui arrivaient par la mer devaient donc passer cette quarantaine au Lazaret. Il y a aussi cet endroit où les engagés sont arrivés, bien sûr, mais avant, il y avait les esclaves, et puis toutes les maladies de l'époque. Il y avait, parce que dans ce livre, je pense qu'on doit parler aussi du cimetière, qui est juste à côté. Oui. Donc, au Lazaret, il y en a 3, je crois, de Lazaret. Donc, j'ai fait un peu mes recherches sur Wikipédia, du coup, parce que je voulais comprendre un peu plus. Donc voilà, je suis partie regarder un peu les informations que Wikipédia pouvait me donner. Et c'est vrai que c'est toujours bien de regarder avec les regards d'enfant d'un adulte ou d'une adulte l'histoire de la Réunion, parce que quand on découvre quelque chose, et je pense que Gaëlle doit être également dans cette posture-là, c'est de regarder de nouveau avec les yeux d'enfant. Oui. Et de se dire comment notre histoire est si fort, si dense, si intense, alors qu'on a l'impression que ça s'est passé sans trop de casse. Oui, c'est ça, oui. Mais ça s'est pas passé sans trop de casse. Oui, non, mais on le comprend. Casse, ouais. Même si elle dit avec beaucoup de douceur, même dans Le souffle des disparus. Donc là, elle parle un peu des ancêtres aussi qui parlent. Le lien avec le présent. Ouais. C'est les 2 livres qu'elle a proposés. Déjà, il faut une demande d'ouverture d'esprit. C'est ce que je dis dans mes critiques. Ouvrez votre esprit. Voilà, les choses ne sont pas simples. Il y a un peu plus de profondeur. Ouvrez, voilà. Gaëlle, aujourd'hui, a passé beaucoup d'années en métropole. Oui, de toute ma vie. Et aujourd'hui à La Réunion, elle commence à tisser ses liens, justement, avec ce passé. Oui, j'essaie. Déjà, grâce à Lisiane Bernard Thomas, j'essaie de comprendre un peu plus. C'est comme je vous expliquais avec mon mari. Je veux comprendre des choses. Oui, on nous a bercé, mes parents m'ont bercé avec certaines histoires, mais je veux comprendre. Je veux chercher plus loin. Je veux comprendre d'où je viens aussi. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que demain, c'est de savoir où Gaëlle Guiton va aller. Il nous reste encore 4 minutes pour l'échange. La question, c'est dans cette... j'allais dire une frénésie, non, c'est naturel chez Gaëlle Guiton de lire autant de livres, j'allais dire par an, 300 livres par an en moyenne. Comment, justement, avec ce regard d'une Réunionnaise qui a vécu, qui est née, qui a grandi ailleurs, qui a fait toute sa vie en métropole, qui arrive à La Réunion aujourd'hui, qui, à travers les livres, est en train de reconstruire son histoire, reconstruire son identité, ou ajouter à son identité, comment ça se fait? Quel regard est posé là-dessus aujourd'hui? Est posé sur La Réunion? Alors, un regard différent, en fait, parce que, comme j'expliquais, on m'a donné une image. C'est des images que des personnes ont données. Des cartes postales. Voilà, l'image de carte postale ou l'image que mes parents ont donnée. Et moi, j'essaye d'avoir un regard complet, d'avoir mon propre regard. Voilà, je découvre. À 37 ans, je découvre La Réunion. Je ne pouvais pas me permettre de dire avant je suis réunionnaise. J'arrivais pas à me le dire parce que je connaissais plus les Landes que La Réunion en elle-même. Donc là, je découvre. Je fais découvrir à mon fils. Tous les week-ends, on part à des endroits. Là, ce week-end, je suis partie sur un concert Zeko. Je suis partie voir un concert. Voilà, c'est un concert, certes, mais voilà, je découvre aussi la musique. Je découvre. Je vais voir. J'ai été voir le volcan. On a été sur la cité du volcan, donc j'apprends autrement. Ouais. Et aujourd'hui, les auteurs réunionnais ou les auteurs tous les auteurs qui ont écrit sur La Réunion apportent chacun à leur façon une pierre à cette construction? Alors, comme je vous expliquais, je ne connais pas encore tous les auteurs. Je sais que voilà, je me suis pour ceux que vous avez déjà. Voilà, je sais que Lisiane Bernadette Thomas est celle qui m'a le plus touchée. J'aimerais découvrir d'autres auteurs, donc je vais aller à la recherche d'autres auteurs pour voir ce qu'ils peuvent m'apporter, parce que je pense qu'ils doivent avoir des très intéressants à lire. En tout cas, on aura l'occasion de continuer
cet itinéraire pour accompagner Gaël Guiton dans cette découverte de son île, de son île d'origine, et voir un petit peu comment nous aussi, à travers elle, on va redécouvrir cette île qui est la nôtre. Mais c'est vrai, ne nous voilons pas la face, on connaît peu de choses de notre île. Et j'espère que ce sera l'occasion pour nous d'en découvrir d'autres. Merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.